La campagne électorale avec les turpitudes pour François Fillon, un dernier sondage pour Emmanuel Macron, on va en parler, et puis aussi Marine Le Pen, qu'en est-il aujourd'hui? Bienvenue à tous les deux, Jean-Michel Apathy, Yannick Halimi. Alors 2 jours à La Réunion, à plus de 9000 km de la tourmente pour reprendre du poil de la bête, avant une semaine qui pourrait être décisive, évidemment, on parle de François Fillon, ça n'a échappé à personne. Il a répété que son retrait amènerait une partie des électeurs de droite à se tourner vers le Front National. Jean-Michel Apathy, la stratégie, François Fillon, s'échapper, revenir en métropole là demain matin, et puis sur place être combatif. Est-ce que cette stratégie de prévenir comme ça les électeurs, ils vont se tourner vers le Front National, ça peut imprimer? On sait trop rien. On suit ça un peu jour après jour. Il s'est pas échappé à La Réunion, c'était un peu programmé. Il espérait y trouver le calme. Il a rencontré Saint-Mathieu, ça lui a fait tout drôle, qui a dit écoutez, voilà, il faut rendre jusqu'au dernier sou, Monsieur Fillon, Saint-Mathieu. Donc ça lui a fait un peu drôle. La Réunion lui a montré qu'il fallait qu'il affronte tout ça. Il a vu visiblement aujourd'hui une demi-heure les journalistes, ce qu'il évite de faire, pour parler à bâton rompu avec eux. Il a quand même eu cette phrase incroyable. Si la justice menait une action contre moi, mise en examen, ce serait une quasi-voie de fait. Alors j'ai regardé, une voie de fait en droit administratif, ça veut dire que l'administration commet une action gravement illégale ou alors qu'elle porte une atteinte grave à la liberté individuelle. Voilà un candidat à la présidence de la République qui est fâché avec l'ensemble des journalistes et qui les fait siffler dans un meeting. Très bien, continuons comme ça, pourquoi pas, qui dit là que la justice est totalement illégitime en ce qui le concerne. Mais on voit bien que ça... Jusqu'où il va aller? Mais c'est ça. C'est une campagne de terre brûlée. Il peut se maintenir candidat. Il peut aller jusqu'au bout. Oui, finalement, il peut être mis en examen et se maintenir candidat si on va jusque... Mais bien sûr, si c'est une voie de fait, il peut, bien sûr, même s'il est mis en examen, revenir sur sa parole. C'est quand même... C'est une campagne de terre brûlée qu'il est en train de mener. Est-ce que ça peut être une campagne gagnante, ça? Je ne sais pas. Yannick Halimi, on voit en tout cas clairement que c'est un très net changement de stratégie pour François Fillon. On n'était pas du tout dans cette posture-là au départ. Il voulait être entendu par la justice très vite. Il faisait profil bas. Il avait dit, voilà. On voit que le changement de stratégie, on est du il s'adapte. Il s'adapte aussi. Il n'est pas du tout maître de son temps et notamment pas maître du temps judiciaire. Donc effectivement, il s'adapte. Et là, après avoir tordu le bras à ses troupes au sein de son parti, la seule stratégie qu'il ait maintenant, c'est de persévérer et de rester droit dans ses bottes et de provoquer les journalistes, comme vous disiez, et la justice finalement. Et puis la justice. De toute façon, la contre-attaque qu'avaient faite les avocats la semaine dernière, c'était une façon d'anticiper une éventuelle accélération de la procédure judiciaire, une éventuelle mise en examen pour pouvoir avoir la possibilité après d'attaquer cette décision, en tout cas de la discréditer, si ce n'est l'attaquer, de mise en examen. Donc il essaie de prévenir tous azimuts, tout ce qui pourrait lui retomber sur la figure, et là il est obligé d'aller au bout, quoi. Il prévient, Yannick, Bruno, il dramatise à dessein la responsabilité qui pèse sur les épaules des juges maintenant. Il est dans la continuité. Quand il dit il agite le spectre de la crise de régime, c'est ce qu'il dit. Il est dans la continuité de toute façon de ce qu'il a fait la semaine dernière en 2 temps, à savoir la reprise en main, enfin en tous les cas essayer de reprendre la main politiquement qu'il a fait lors de sa conférence de presse en disant déjà que l'enquête était selon lui illégale, ce que ses avocats ont confirmé en fin de semaine dernière, en allant plus loin, puisqu'ils ont cette fois-ci détaillé en quoi, selon eux, l'enquête était contestable, en allant même jusqu'à dire que selon eux, toute mise en examen serait du coup pour eux illégale en quelque sorte. C'est un peu ce que nous ont expliqué les avocats. Ça, on verra, parce que de toute façon, le parquet national financier a déjà répondu qu'il poursuivait l'enquête. Et donc, le parquet financier produira ses conclusions dans les jours qui viennent, dans la semaine. On verra entre la synthèse des enquêteurs et la décision de Madame Moulette, la patronne du parquet. On verra ce qu'il en sera. Ce qui est certain, c'est que les avocats et François Fillon ont compris probablement que ça ne se terminerait pas par un classement. Pas bien, c'est ça. En fait, il commence à... Que ce sera l'une ou l'autre des 2 autres solutions qui se présentent pour le parquet, à savoir une ouverture d'information judiciaire. Et là, on rentre dans un processus qui sera nécessairement long, parce que il y aura transmission au procureur qui nommera un juge d'instruction. Des ensuite, investigations. Le juge d'instruction entendra les différents protagonistes. contre tout le monde. Mais on rentrera dans un processus long et donc où François Fillon fera valoir son droit, mais beaucoup plus tard. Voilà. La deuxième solution, ce serait juste en un mot, là cette fois-ci beaucoup plus préoccupante, ce serait la citation directe à comparaître.
Là, je ne sais pas si aujourd'hui... Pénélope Fillon, ça. Comment ? On l'évoque pour Pénélope Fillon dans la revue Je de ne sais pas si aujourd'hui le parquet prend une telle responsabilité à moins de 70 jours d'une élection présidentielle. Voilà, je vous rappelle quand même que nous rentrons dans un délai où c'est vrai que l'exercice de la justice avec sérénité, comme on dit, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et il faut reconnaître que le casting d'une présidentielle, c'est pas la justice qui l'arrête. C'est ça. Alors justement, Jean-Michel Apathy, Yannick Halimi, ils regardent le calendrier, Fillon, parce que le 17 mars, c'est la date limite du dépôt des parrainages pour la présidentielle. 18 mars, il ne peut plus être remplacé. A priori, non, il ne peut plus. Voilà, je ne sais pas s'il regarde le calendrier, je crois qu'il se bat un peu jour après jour. Ouais. Et moi, ce qui me frappe, je ne peux que redire ça, il ouvre des fronts successifs. Moi, je n'ai jamais vu un candidat à la présidence de la République, dans sa campagne, dire que la justice de son pays, de l'État qu'il prétend diriger, est illégitime dans la décision qu'elle s'apprête à rendre. Qu'il fasse siffler les journalistes, on va faire du corporatisme. Marine Le Pen n'est pas loin de dire à peu près la même chose. Pas comme ça, non. Non, mais d'accord, mais quand même, il y a pas mal d'affaires qui sont également au basque des Le Pen. Disons les choses autrement. Florian Philippot ici même a dit d'ailleurs que si jamais il y avait une mise en examen, ça ne compterait pas. Disons les choses autrement. Venant d'un dirigeant d'un parti. D'accord. Qui a l'habitude de gérer l'État. Et venant de la part d'un Premier ministre qui a lui-même... Je voulais dire, c'est que c'est pas le seul candidat. Oui, enfin, venant de François Fillon, en 2 mots, moi, François Fillon, je le connais depuis longtemps, vous aussi, je pense, Bruno. Je suis un peu stupéfait de l'évolution de l'homme. Je ne l'imaginais pas, moi, François Fillon, dire des choses comme ça aujourd'hui. Je trouve, je le disais, c'est une politique de terre brûlée. Je pourrais aussi dire que... Mais moi, je le dis depuis le début, je trouve ça douloureux. Je trouve que c'est un homme un peu perdu. Voilà. Je trouve ça cruel. Alors attendez, allons jusqu'au bout. Le déni, ce serait pas le premier. Oui, exactement. À ce point. Mais attendez, Jean-Michel, qui peut, j'allais dire, renaître de ses cendres ou pas ? Parce que non, là, je pense que dans son parti, tout est bloqué. Il est légitimé par une primaire. Il n'y a pas de plan B. Là-dessus, tout le monde en est d'accord. Il n'y en a pas. Donc personne ne sait quoi faire. Donc tous les gens de son parti, c'est un grand parti, le Parti républicain, sont spectateurs du désastre. Et ils constatent qu'à 9000 km d'eux, François Fillon est en train de dire que la justice de son pays est illégitime. Ouais. Mais alors écoutez, quand même, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais visiblement on peut aller très loin. Alors justement, Yannick, on parlait d'un plan B ici même, il y a 10 jours, 15 jours. On n'arrêtait pas d'en parler, on évoquait toutes les possibilités au sein même des Républicains. On a évoqué Larcher, on a évoqué Barouin, on a cité plein de noms. Surtout Alain Juppé. En fait, le seul plan B qu'il y aurait, Nathalie, ce serait Alain Juppé. Mais encore faut-il que les différents familles de la droite s'entendent sur le nom d'Alain Juppé et que lui l'accepte. Il est pas fou. Donc il a dit non. Il a répété non. Donc de toute façon, encore une fois... Si c'était tous réunis au début pour aller supplier, je demande à voir s'il aurait vraiment dit non. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous, sauf que justement, François Fillon a tout fait pour faire ce fameux petit putsch là en son sein, avec l'appui de Raffarin, avec quelques caciques qui sont proches de lui, et finalement... Je crois pas qu'il y ait eu de putsch, Yannick. Je crois pas que Raffarin ait fait un putsch contre Alain Juppé. Non. Je crois pas que ça se soit passé comme ça. Mais une fois qu'Alain Juppé avait dit qu'il n'y allait pas... Je pense que Fillon a bénéficié du fait qu'ils ne s'entendaient pas entre eux. C'est l'histoire de la droite. Les droites sont diverses. Elles ne s'entendent pas entre elles. Et puis honnêtement, la circonstance est extraordinaire. C'est pas maintenant qu'on va parler d'un plan B, de toute façon, c'est trop tard. Mais je trouve qu'il y a quand même une petite évolution, un changement de j'allais dire paradigme, pour employer un très grand mot, mais dans ce que dit François Fillon. Jusqu'à présent, François Fillon disait si je ne me présentais pas, la démocratie, les règles de la démocratie ne seraient pas respectées. Grossièrement, pour résumer. Aujourd'hui, il dit si je n'y vais pas, la seule alternative que la France a, c'est Marine Le Pen. Donc si je n'y vais pas, sans moi, c'est Marine Le Pen. Sur l'analyse, il n'a pas tort. Le populé. Sur l'analyse, il est évident que la disparition des Républicains, ça va profiter plutôt que nuire à Marine Le Pen. C'est la petite musique. C'est de l'analyse, ça. C'est la petite musique qui commence à circuler. C'est la petite musique. Regardez ce qui se passe actuellement dans les sondages. Emmanuel Macron ne bénéficie pas totalement des déboires de François Fillon. C'est Marine Le Pen qui en bénéficie. Absolument. Dans le rolling IFOP du jour, c'est plus de 6 points d'avance. Attendez, on y vient, Bruno. Pourquoi, juste pour le moment, Yannick, vous pensez que ça peut
pour le moment, quoi. Donc, ça peut bénéficier à Emmanuel Macron, véritablement? Écoutez, pour le moment, au regard des sondages, on va peut-être parler du sondage de Paris Match qui semble montrer une inflexion et peut-être un tournant dans la campagne. Mais jusqu'à présent, même si les écarts se réduisaient, Emmanuel Macron arrivait après Marine Le Pen et devant François Fillon. Donc, qu'on le veuille ou non, la seule alternative pour François Fillon, la seule possibilité, c'était de passer le premier tour et d'arriver, si je puis dire, directement au second tour. Et là, dans ce cas-là, effectivement, François Fillon était sûr de gagner. François Fillon fait une analyse juste en disant que ça profite à Marine Le Pen. Ça, c'est de l'analyse politique. C'est la conséquence qu'il en tire qui est problématique. Il dit, puisque ça profite à Marine Le Pen, ne parlez plus de rien concernant mon affaire. Et puisque ça profite à Marine Le Pen, mesdames et messieurs les juges, ne vous occupez plus de mon dossier. C'est la conclusion qui ne va pas. Mais l'analyse, oui, on voit tous que c'est un désastre politique ce qui est en train de se passer. Non, mais l'analyse, Jean-Michel, vous pouvez pas, pardonnez-moi, on peut toujours dire ce que l'on veut, mais au regard encore une fois, des sondages, il faut les prendre avec précaution, ils évoluent. Alors on va le dire, ce sondage baisse de 0,5 points vendredi pour Emmanuel Macron, encore un point de moins ce lundi, sondage Paris Match, IFOP pour Paris Match, donc il passe sous la barre des 20% d'intention de vote, il était à 19,5 Emmanuel Macron ce lundi. Alors il faut juste signaler quand même, Nathalie, pour être précis, le Rolling Paris Match, c'est un sondage quotidien. Là, il continue pendant le samedi et le dimanche, donc aujourd'hui, c'est sur un échantillon de 1500 personnes, où on voit qu'Emmanuel Macron repasse sous la barre des 20%. Exactement. Or, Emmanuel Macron a eu une grosse séquence depuis le meeting de Lyon, porté par aussi d'autres sondages, beaucoup de soutien. Et donc on voit qu'Emmanuel Macron finalement ne fait pas le break à un moment où François Fillon est en grande difficulté. C'est vrai. Qui reprend lui dans votre sondage un demi-point. Qui reprend un demi-point mais qui reste à 18. Je pense qu'on est dans le fond de la piscine de la droite. Vous savez, je dis toujours ça, c'est en gros l'étiage qu'avait Jacques Chirac quand lui naviguait entre 18 et 20. Marine Le Pen, elle, c'est pour ça que je disais, alors certes, elle garde sa dynamique. Absolument. Elle progresse pas beaucoup, mais elle reste haute, elle reste très stable. Dans ce paysage où les gens s'affaiblissent. On n'est plus dans la marge d'erreur. Ça, c'est un élément important. Même sur les Français qui sont sûrs de leur vote, et sûrs de leur vote, c'est plus de 80% des gens. Ils sont hyper mobilisés, ces électeurs. Alors, juste, qu'est-ce qu'on se dit au sujet d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on commence à se dire c'est la fin de la belle dynamique ou pas? Je ne sais pas, je pense qu'Emmanuel Macron, si on cherche une explication, parce qu'on cherche à comprendre, on ne trouve pas toujours, sans doute il souffre du procès qui lui est fait, qui n'est pas immérité, il faut bien le dire, du flou. Au fond, ça fait 6 mois que, on attend toujours. Entre généralité et banalité, qui est Emmanuel Macron? On n'a toujours pas la réponse. Donc évidemment, d'ailleurs, ils ont bien senti chez Macron, puisque vendredi, ils ont fait monter les porte-paroles pour dire « Mais enfin, notre projet, on vous l'a expliqué. » Oui, ben, on n'a rien compris. En même temps, on a vu ça pèse, ça, sans doute. On a vu la plume de son projet s'exprimer ce week-end. Franchement, pour l'instant, il va falloir qu'il en dise plus. C'est un peu court. Il va falloir qu'il en dise plus, parce que c'est un peu court. On a quelques mesures économiques, mais c'est un peu court. Et ça reste creux pour l'instant. Oui, absolument. Moi, je suis pas tout à fait sur le même registre que vous, messieurs, parce que même si le programme n'est pas encore pris dans un corpus cohérent, malgré tout, je l'ai sous les yeux, il y a énormément de mesures. Alors, encore une fois, on peut considérer qu'elles sont pas totalement cohérentes. Elles le sont. Juste sur la défense, la sécurité, l'immigration, tout ça, on n'a rien pour l'instant. La laïcité, les sujets régaliens, sur le programme économique, c'est très. Alors, il manque le cadre. On a quand même appris qu'il avait nommé un médiateur sur Notre-Dame-des-Landes. Il manque le cadre chiffrage. Ben oui, mais enfin, c'est un président de la République, on va pas lui demander non plus. C'est ce qu'il a dit. Oui, ben voilà, tout à fait. Donc c'est vrai, mais on voit où il se situe en termes d'identité. Il va en Algérie, donc on voit bien qu'il s'adresse et qu'il a une ouverture d'esprit vis-à-vis de ce qu'on appelle bêtement les minorités ici. Tous les candidats vont en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Mais quand même, il parle de créer une Arte France-Algérie. C'est quand même, il a dit, si vous réécoutez tous les discours qu'il a fait, notamment celui du 12 juillet, il a eu une position extrêmement ouverte, beaucoup plus ouverte que Manuel Valls à l'époque. Je voudrais juste terminer. Je pense que le programme, il va finir par le présenter. Il parle du fin février et puis un deuxième rendez-vous en début mars ou peut-être au mois de juin ou enfin un jour. Juste quelque chose. Je pense que je pense que son principal ennemi, c'est lui-même. C'est-à-dire que là, vous avez vu un peu toutes les postures qu'il prend, les interviews, les portraits qu'on fait de lui dans le JDD. Il a ce positionnement messianique, christique, mystique. Il faut qu'il revienne effectivement programmatique. Il a compris que, honnêtement, présenter des programmes détaillés, aujourd'hui,
c'est pas le plus important. Enfin, je veux dire, on l'a vu avec Bruno Le Maire. Vous pouvez avoir 1000 pages de programme, ça sert à rien. Il a compris que ce qu'il faut, c'est un message. Fillon, il a présenté un programme détaillé. Fillon, il a réussi une arnaque intellectuelle terrible. C'est-à-dire que comme il a été le premier à présenter son programme, il a fait croire que c'était le plus abouti. Et on a vu au bout d'une semaine après sa victoire à la primaire que ça volait en éclats sur la sécurité sociale. Là où le message d'Emmanuel Macron, il n'est pas inintéressant, et je suis assez d'accord avec Yannick sur l'idée que on verra le détail des mesures plus tard. Là où il est vraiment original par rapport à un Fillon qui est dans le sacrifice, qui est dans l'effort, qui est dans le programme patronal punitif finalement, il vend cette idée Macron qui est assez, à mon avis, intéressante, qu'on peut avoir à la fois plus de liberté et plus de protection. Oui, et son idée, par exemple, de réforme de sécurité sociale universelle. Il y a un moment, il faut gouverner. Il y a un moment, il faut gouverner. Moi aussi, je peux dire. Ce ne sont pas les plus de liberté pour la liberté, plus de protection. C'est intéressant. Ça se gagne sur des choses. Il faut gouverner. Il y a un moment, il faut choisir. Et après, avant de gagner. C'est la couverture chômage pour tout le monde. Rappel à l'ordre. C'est la couverture chômage pour tout le monde. Il est entouré de tout un tas de gens. Mais oui, attendez, on va conclure juste. Jean-Michel Apathy, quand même, il dit, on se demande s'il n'a pas un train d'avance dans sa méthode par rapport à ses concurrents. Emmanuel Macron. Sur le côté, effectivement, je zappe le programme, en tout cas pour l'instant. Moi, je ne dirais pas ça. Là, on est à 70 jours du premier tour. Tout le monde est faible. Sauf Marine Le Pen, qui est stable. Je ne dis pas qu'elle est forte. Elle est stable. Marine Le Pen n'a pas de deuxième tour. Et les autres, je ne suis pas sûr qu'ils en aient. Et on est dans ce brouillard incroyable, dans une grande démocratie comme la France, où à 70 jours du premier tour, c'est un bordel qu'on n'a jamais vu. Qu'est-ce qui va sortir du chapeau? Moi, je serais même encore plus grave que Jean-Michel sur cette affaire-là. En un mot, c'est qu'il n'y a peut-être pas de deuxième tour, mais ce qu'on sait, c'est qu'on était à 80-20 du temps de Jean-Marie Le Pen, 70-30 avec Juppé. Aujourd'hui, c'est du 60-40. Franchement, 60-40, c'est pas gagné au second tour contre Marine Le Pen. Yannick Halimi, Jean-Michel Apathy, Bruno Jeudi, Emmanuel Le Chypre, merci beaucoup. Grand angle à suivre.